Donc, je vais vous présenter donc cette conférence sur le travail de l'agence. Et plutôt que, donc vous avez pu le voir sur les premières, sur l'intitulé, c'était un nouveau paradigme constructif que j'ai modifié pour donner un nouveau paradigme architectural. Donc, alors pourquoi un nouveau paradigme architectural? Alors, pardon. Tout simplement parce qu'il faut changer notre manière de construire. Alors ça, vous le voyez tous, j'ai mis un petit graphique parce que c'est le dernier en cours depuis la COP 26 qui montre que, en fait, il est important et notre rôle en tant qu'architecte est très important sur l'impact qu'on peut avoir sur la construction et donc sur l'un des vecteurs d'émissions de carbone. Puisque vous le savez tous, certains matériaux comme le béton émettent beaucoup de carbone. Pour vous donner un exemple, si on additionne ArcelorMittal et LafargeHolcim, ça dépasse les émissions de CO2 de toute la France. Donc, il est de notre devoir d'utiliser des matériaux plus naturels. Alors là, une petite image de ce qu'on peut voir un petit peu partout aujourd'hui en France, même dans le monde. Il y a environ 150 tonnes de béton qui sont produites chaque seconde. C'est à la fois déprimant, mais c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre démarche responsable pour changer donc, notre façon de construire? Alors, on pourrait dire que tout simplement, on pourrait revenir certains diraient à l'ancien temps. C'est pas le sujet de la conférence, mais là, vous voyez les constructions de Shibam. Donc, au Yémen, ce sont des tours, on appelle ça le Manhattan de la Terre. Est-ce qu'on pourrait revenir à cette idée-là? Alors, j'en suis pas sûr, en tout cas, ça deviendrait très compliqué, mais on pourrait quand même se poser la question. On pourrait faire des tours en terre, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Mais l'important dans ces constructions-là, les constructions vernaculaires, ce n'est pas tellement la construction en elle-même, mais plutôt l'enseignement que cela nous apporte. Alors là, vous voyez André Ravero, pour les architectes et les ingénieurs, vous devez sûrement le connaître, qui est un grand architecte décédé aujourd'hui, qui a étudié le MZAB et qui en a tiré des leçons. Donc, quelles leçons on peut tirer des constructions vernaculaires, alors vernaculaires ou traditionnelles? Pourquoi je m'intéresse aux vernaculaires et aux traditionnels? C'est que c'était des constructions qui n'émettaient pas de carbone, qui étaient des constructions tout à fait saines, on va dire, pour la planète. Il y a eu quelques livres, alors celui-là dont la préface a été écrite par Patrick Bouchain, qui relate un petit peu les constructions vernaculaires en pierre, en bois, en terre, en paille, en ce que vous voulez, et qui en fait nous servent de modèle pour la construction du futur, on va dire, tout simplement. Donc, pourquoi on s'intéresse à ces constructions vernaculaires? Alors, nous, on les étudie beaucoup à l'agence. Là, vous voyez les trous-lits des pouilles. C'est que, en fait, la matière induit la forme. C'est la forme suit la matière, pour reprendre un petit peu une phrase très connue. Et qu'en fait, selon la matière que vous allez utiliser, que ce soit du bois, de la pierre, de la chaume, de la terre ou même du béton, vous ne construisez pas de la même façon et vous ne concevez pas de la même façon. Et ça, c'est très important de le dire, puisqu'en fait, on ne va pas s'amuser à transformer un bâtiment en béton et on ne va pas le concevoir de la même façon que si on construit en bois ou en terre. Dès la base, en fait, la forme est induite par la matière. Donc là, quelques projets de l'agence qui, on peut voir, ont un formalisme complètement différent selon les matériaux qu'on utilise. Donc, des murs en pisé ou des murs en briques, un gymnase tout en bois, ou des bâtiments en pierre massive. Donc, en fait, c'est un petit peu facile, puisque Louis Kahn l'a déjà dit bien avant moi, lorsqu'il interroge la brique, et la brique lui dit tout simplement « Qu'est-ce que tu veux être ?» Et la brique lui répond « Je veux être une arche ». Alors, la suite de la citation, qu'on ne connaît pas toujours, c'est que l'architecte lui dit « Oui, mais un linteau en béton, c'est quand même beaucoup moins cher. » Et la brique lui répond « Non, je veux être une arche. » Donc, en fait, il faut respecter la matière. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette matière? En fait, c'est ça le plus important. En fait, elle nous permet de construire
pas moindre coût, même si on pourrait l'utiliser comme ça, mais surtout de ne pas faire de coûts supplémentaires et d'être libéré de cette notion formelle de l'architecture. C'est-à-dire que, voilà, même à la manière des haïkus, alors, si vous les connaissez, ce sont des petits poèmes japonais très stricts, ou à la manière de l'Oulipo, en fait, des règles sont fixées, et ces règles, c'est la matière. Et à partir de ces règles-là, en fait, les possibilités sont infinies. Avec de la pierre, on peut les poser les unes sur les autres, mais le nombre de possibilités sont assez phénoménales. Donc là, on voit un petit peu comment on travaille à l'agence. Tout simplement, donc là, c'est le maître qui est en train de travailler. Donc ça devient un jeu d'enfant, en fait. On a des règles de blocs, on les superpose les uns par rapport aux autres, et en fait, ça nous donne une construction. Dès qu'on veut... C'est pour ça que le travail de la maquette est très important. Dès qu'on essaie de se soustraire à ces règles de matière, en fait, le bloc, il tombe. Et si le bloc, il tombe, en fait, c'est que vous ne pouvez pas construire avec cette matière. Et ça marche avec tous les matériaux, que ce soit du bois, de la terre ou de la pierre. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Puisqu'en fait, si vous vous amusez à faire une forme, et puis après, d'essayer de la construire en bois ou en ce que vous voulez, en fait, ça ne marchera pas. Et après, on dira, bon, le bâtiment, en fait, en bois, il est trop cher, ou ainsi de suite, etc., etc. Mais non, c'est la conception en elle-même qui est trop chère. C'est pas la matière. Et en fait, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus aussi, cette matière, quand même, qui est quelque chose de très important. Elle nous permet de se réapproprier notre métier. On n'est plus des décorateurs. Alors, en fait, la modernité, au sens architectural du terme, nous a mis comme des artistes. Alors, je ne sais pas si Wikipédia est vraiment une sorte de témoin de la modernité, mais je suis allé voir la définition d'architecte sur Wikipédia. Et je vais vous la citer parce qu'elle est assez forte. L'architecte est d'abord un artiste et accessoirement un technicien. Donc, en fait, la matière, en fait, vous réapproprie le métier. Et réapproprie votre métier de maître d'œuvre. Et la définition du Larousse, qui est complètement différente, c'est architecton du grec, qui est maître bâtisseur. Et en fait, selon la définition du Larousse, en fait, c'est une personne qui conçoit le parti, la réalisation, la décoration des bâtiments de tous ordres et en dirige l'exécution. Voilà, ça c'est la véritable définition de l'architecte. On n'est pas là pour faire des images, on n'est pas là pour faire des beaux bâtiments. D'abord, on est là pour le bien-être des habitants et au sens plus large, le bien-être de la planète. Alors là, c'était deux grands architectes. À gauche, vous reconnaissez Frank Lloyd Wright pour la construction du Johnson, où lui-même il a chargé et enlevé les échafaudages donc, de sa structure. Et à gauche, Fadlo Daguerre, un architecte libanais qui a fait à peu près la même chose, mais qui sont des hommes d'abord de matière et de chantier. Donc c'est important aussi de reprendre en fait conscience de notre rôle de prescripteur. C'est-à-dire qu'on ne prescrit pas une façade, on prescrit des matériaux qu'on doit pouvoir savoir mettre en œuvre et le diriger. Donc, je vais vous raconter, ça c'était le petit paragraphe d'introduction, tout simplement. Mais en fait, cette matière, alors nous on utilise, ça fait 50 ans, en fait, nos 50 ans, enfin Gilles Perraudin, moi non, on fait nos 50 ans d'exercice professionnel l'année prochaine, donc un demi-siècle quand même de construction, donc on a construit beaucoup en bois, en pierre, en terre, etc. Mais en fait, la pierre est venue il y a 25 ans. Et pourquoi la pierre a un petit peu changé justement ce paradigme constructif ou architectural? C'est à partir du moment où vous construisez en pierre, vous faites tout. Vous faites la structure, donc vous n'avez plus besoin d'ingénieur, pas pour justifier vos calculs, mais l'épaisseur de la pierre, c'est vous qui la donnez. Vous faites vos plans de calpinage, vous faites l'esthétique de la façade et vous faites l'économie. Donc vous faites tout, vous réappropriez la totalité de votre métier avec la pierre massive. Avec le bois, c'est pareil, mais il faut avoir la connaissance du bois. Si vous savez dessiner du bois, concevoir une charpente, en fait, vous réappropriez votre notion de maître d'œuvre, ce qui n'existe pas avec le béton, où en fait, vous faites une façade et puis après, vous la décorez comme vous pouvez. Alors, je vais commencer par ce bâtiment-là, donc qui est le Chai de Vauvert, et tout a commencé en fait justement dans ce bâtiment-là. Tout a commencé dans le vin. Alors, pour des Bordelais, c'est quand même, ils comprendront. C'est notre chai viticole, parce qu'on produit un petit peu de vin aussi, en parallèle.
Et en fait, on cherchait un bâtiment, on avait une petite parcelle viticole, agricole, et on cherchait une matière pour construire en fait notre propre chai. On cherchait un bâtiment, des matériaux pas chers. Et donc, à force de se balader, l'anecdote, c'est qu'en fait, on avait vu quelqu'un qui cachait toute sa carrosserie avec des gros blocs de pierre. Et donc, en fait, on s'est dit, si quelqu'un qui cache de la tôle utilise de la pierre, c'est que la pierre ne doit pas être bien chère. Et au fur et à mesure, en fait, la construction en pierre s'est faite. Mais le plus intéressant dans ce bâtiment-là, il y a deux choses. Là, vous voyez Gilles Perrodin en train de construire le chai de Vauvert. C'est que, en fait, on cherchait des matériaux aussi qui sont sains. Parce qu'en fait, le vin est quelque chose qui prend toutes les matières, etc. Quand il vieillit, quand il fait sa maturation, il prend tous les produits un petit peu qui volatiles, qui sont dans l'air. Donc la pierre est venue tout à fait naturellement, parce qu'en fait, quand vous la posez, elle est complètement naturelle, vous n'avez pas de produits à mettre par-dessus, et bien sûr, certains bois de certaines classes aussi. Ça pose une question quand même. C'est-à-dire que pour un chai, on est prêt à utiliser des matériaux sains, mais lorsque vous construisez une crèche ou des logements, mettre du béton et du placo à tout va, ça gêne personne. Donc ça pose quand même certaines questions. La deuxième chose qui est apparue dans ce chai, c'est qu'en fait, là, le bâtiment est construit entièrement sur un seul module. Donc en fait, le module que vous voyez là sur l'image de droite, l'entièreté du bâtiment a été construit sur ce module-là, en fait. Et ce module-là, vous le mettez soit long, soit couché, soit debout. Et à partir de ce simple geste, on a construit la totalité du chai qui fait environ 900 mètres carrés. Et donc, en fait, vous réappropriez aussi ce qu'est l'architecture. L'architecture, ce n'est pas faire du joli, c'est pas, même si on aime bien ça quand même. L'architecture, c'est comment vous mettez en ordre les éléments pour que la lumière, le rythme, la matière rentrent en adéquation pour vous donner un beau bâtiment. Tout ce que vous mettez devant, les vêtures, les décorations ne servent à rien. L'architecture, c'est mettre en ordre les éléments les uns avec les autres. Pour vous donner un exemple, vous prenez 6 blocs de Lego, donc avec les 8 trous. Les possibilités d'imbrication de 6 blocs imbriqués les uns avec les autres sont de 915 700 000. Donc imaginez en fait les possibilités qui sont possibles avec la pierre, ou avec le bois, ou ainsi de suite. En fait, vous n'êtes pas obligé de créer des formes. La forme, elle vient d'elle-même par rapport à ce que vous avez dans les mains, et c'est votre métier, ingénieur, architecte, de les mettre en ordre pour faire de l'architecture, et pas pour faire de l'image. Donc là, on voit les images. Donc vous voyez bien qu'en bout, il y a 3 rangées de pierres, et ça en fait une debout et un linteau par-dessus. Et vous pouvez aller très très loin comme ça. Voilà, le chai à barriques, et puis en plus, il y a nos bureaux pas très loin des barriques. On a toujours un peu de bureau là-bas, toujours pratique. Une fois qu'on a construit ce chai pour nous, on s'est dit, comme je vous l'ai dit, si on l'a fait pour du vin, ça serait quand même bien de le faire aussi pour les gens, pour des logements, pour des CFA, etc. Donc on a construit d'autres bâtiments. Donc là, en autoconstruction, le monastère de Solan, qui a été construite par les petites sœurs. Donc comme quoi c'est à la portée de tout le monde. Ouais, faut quand même avoir un peu de connaissances. Des collèges, des musées. Donc ça, c'est le musée des vins à patrimoniaux, où on a réutilisé, c'est du Pinlaricchio, on a réutilisé les pierres du sol, etc., pour diminuer l'impact carbone. Parce qu'en fait, tout ça, tout ce que je raconte, c'est une histoire d'impact carbone. C'est pas une question de faire joli ou pas, parce que la pierre du coin est jolie. L'idée, c'est quand même de diminuer notre impact. Mais aussi des logements sociaux. Donc là, c'est des logements sociaux qu'on a construits à Cornebarieux, entièrement en pierre massive et en bois, donc c'est du mélèze. Là, c'est une petite opération de bas logement. Et puis, l'opération a tellement bien marché qu'on a construit une seconde opération d'environ 86 logements. Donc ça fait une opération de 106 logements en pierre massive et en bois, construits au prix du logement social. Donc là, à l'époque, indice 2011, on était à 1100 €, même 1050 € le mètre carré. L'intérêt aussi d'utiliser les matériaux naturels, c'est aussi que, surtout les matériaux à forte inertie. Alors le bois, c'est
c'est parfait, surtout pour les planchers, pour les menuiseries, parce que ça, on parle souvent des charpentes, mais en fait, le bois est aussi dans plein d'autres endroits pour faire le projet. Donc là, toutes les menuiseries sont en mélèze, les volets sont en mélèze. Enfin, tout, on posera jamais de PVC ou d'alu, j'espère, je croise les doigts. Là aussi. Et par contre, avec la pierre massive, on a une inertie très importante. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas vraiment, mais en fait, avec le réchauffement climatique, ce qui est très important, c'est d'avoir de l'inertie thermique. Parce que comment vous rafraîchissez un bâtiment qui est surisolé? Vous ne pouvez pas, sauf à mettre une climatisation. La seule façon de garder de la fraîcheur à l'intérieur, c'est d'utiliser des matériaux à forte inertie, tels la pierre, la terre ou d'autres. Mais ce ne sont que des éléments qui peuvent rentrer en complément de d'autres éléments. En fait, ce que je veux dire, c'est que les matériaux, il ne faut pas être abrupt en disant c'est tout pierre, c'est tout bois, c'est tout terre. En fait, il y a des moyens de travailler avec l'ensemble de ces matériaux-là pour essayer de faire une construction la plus convenable possible. Voilà un petit peu pour les projets réalisés avant 5 ans. Donc je vais vous raconter aussi, des histoires bien sûr, mais je vais surtout vous présenter des projets. Et là, cette petite maison individuelle à Montélimar, parce que souvent les gens pensent que en fait la maison en terre, la maison en pierre, la maison en bois, en ce que vous voulez, sont réservées pour les grandes ZAC où il y a beaucoup de budget, et au final c'est faux. Parce qu'on peut tous construire avec des matériaux naturels si on en met les moyens en conception. Et ça, c'est un point très important. Donc une petite maison individuelle à Montélimar. Dans une banlieue pavillonnaire tout à fait quelconque de ville. Le client avait un budget de 150 000 €. Tout juste, il voulait 100 mètres carrés. Et on lui a dit, pas de souci. On va vous faire votre maison de 100 mètres carrés en pierre et en bois massif. Donc pour 150 000 €. Donc là, vous voyez la maison, très simple, qui avait en plus quelque chose d'assez particulier, c'est qu'elle était inondable en étant dans un PPRI de 1,60 m. Donc tout le sol, vous ne pouvez pas construire. C'est pour ça qu'elle est surélevée, en fait. Donc en fait, c'est un carré de 10 par 10 sur 2 niveaux, dans lequel on vit bien sûr en haut parce qu'en bas c'est possiblement inondable. Comment on arrive à construire en pierre et en bois massif à ces coûts-là? C'est ça la vraie question. Alors pour stopper le débat, parce que j'entends beaucoup ça principalement dans l'ouest de la France, bizarrement, on n'est pas propriétaire de carrière. On fait des appels d'offres comme tout le monde. On est déjà architecte, enseignant, viticulteur. Si en plus on doit être carrier, on va pas s'en sortir. En fait, c'est un plan très simple. En fait, vous avez un plan carré, donc là aussi, la base du carré, la forme compacte, c'est une bonne base de conception qu'on a subdivisé pour avoir des portées les plus courtes, parce qu'on sait que si on veut utiliser du bois massif, il ne faut pas des grandes portées, parce qu'après on est obligé d'utiliser soit des bois qui coûtent cher, soit des lamellés collés et autres produits du genre que nous n'affectionnons pas tellement. Lorsqu'on utilise des matériaux, que ce soit le bois, la pierre ou la terre, ils sont bruts. On ne met pas de béton dans notre pierre, on ne met pas de colle dans notre bois et on ne met pas de ciment dans notre terre. Parce que sinon, c'est un peu contre-productif à mon avis. Donc un plan très simple, un carré divisé en 9 parties égales, qui nous fait des portées de 3 mètres. Donc 3 mètres, c'est parfait pour du petit bois, entre guillemets. Et l'ensemble de la composition en fait, architecturale, la composition de l'espace, est liée à cette logique constructive. Et c'est celle-là qui nous guide dans notre conception. C'est pas l'idée, j'avais pas envie de faire un carré pour faire un carré. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de limiter donc les coûts. Donc à partir de là, je peux pas vraiment pointer, mais si on va essayer. Donc on a un carré qu'on subdivise, ça nous donne des petites portées, et à partir de là, ça nous donne aussi une sorte de faux plan libre, parce que le plan libre n'existe pas. Il y a des poteaux au milieu, mais à partir de là, on compose le bâtiment. Donc en fait,
Pour 150 000 €, on lui a offert cette maison qui est une sorte de T3, T4, sur 2 niveaux, en pierre et en bois massif. Donc là, vous voyez les photos. Comme c'est pas une grande maison, 100 mètres carrés, ben, on a profité de la composition architecturale pour créer des grands espaces, des percées visuelles, pour offrir en fait une sorte de sentiment d'espace important. Donc cette maison qui est toute en pierre, avec donc vous voyez les compositions des plafonds et des menuiseries. Pour vous donner un exemple, cette maison qui n'est pas vraiment isolée, elle consomme moins de 4000 kW par an. Donc c'est 0. Et pourtant on est à Montélimar, hein. On n'est pas du tout sur un climat méditerranéen. Il peut faire très froid l'hiver et très chaud l'été. Donc en fait, c'est la conception du bâtiment qui nous permet d'arriver à cette limite en fait en dépenses carbone en fait, parce qu'à la fois il y a eu très peu de dépenses carbone pour sa construction et finalement il y en a très peu après pour son utilisation. Même les escaliers sont en pierre, pour vous dire. Alors là, c'est pour revenir sur notre travail. Donc nous, quand on travaille, là je monte la pierre parce que c'est le plus impressionnant, mais on dessine tout. On dessine les sections de la charpente, on dessine tout le plan de calpinage des pierres, avec des logiques constructives qui nous permettent d'avoir une certaine répétition dans la construction, qui nous permettent de limiter les prix, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qui nous permet de rentrer dans les coûts. Si on s'était amusé à faire des porte-à-faux à gauche, à droite, ou des systèmes techniques coûteux, on n'aurait jamais réussi à faire la construction. Et donc il y a toujours cette logique en fait, qui nous dit arrête-toi, parce que sinon ça va te coûter trop cher, et tu ne vas pas pouvoir construire naturellement. Et c'est ça le plus important. Parce que c'est pas parce que devant, je ne sais pas si j'aurai encore les photos, mais c'est pas si ma terrasse qui est devant, si je l'avais mis en porte-à-faux pour faire joli, pour avoir cette... En fait, j'aurais perdu beaucoup d'argent, ça va peut-être donner un effet visuel, mais on n'est pas là pour faire des effets visuels, on est là pour faire de l'architecture. On n'est pas dans une société du spectacle, on est là pour faire quelque chose qui tient droit et qui est à la portée de tout le monde. Cette maison, c'est une sorte de petite maison manifeste qui montre qu'en fait, on peut construire avec des matériaux naturels pour tout le monde. Et ce n'est pas seulement réservé à ceux qui ont de l'argent. Un peu plus grand, donc là, un immeuble en pierre et en bois, donc à Caluire. Alors nous, on y porte un grand intérêt. En fait, c'était un ancien meilleur ébéniste de France qui est venu nous voir pour faire son opération, qui avait des ateliers que vous voyez un petit peu à gauche du bâtiment, qui sont des en shed assez classiques. Il y avait son terrain, il a dit je voudrais faire une construction. Alors d'une part, il voulait quelque chose en pierre et en bois, parce qu'il était bien sûr très attaché aux matériaux. Il a travaillé là-dedans toute sa vie. Et donc on a dessiné ce bâtiment, qui est un bâtiment un peu spécial, puisqu'en fait, il y a une sorte de Fab Lab, on pourrait appeler ça comme ça. Il y a des bureaux qui travaillent avec les Fab Labs, puis après des simplex, puis après des duplex. Et en fait, l'idée, c'était que les gens travaillent et vivent dans le même immeuble. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, parce que l'idée de segmenter une zone de bureau, quelque chose de très moderniste, hein, les fameux plans de zoning, très chers au mouvement moderne, en fait, elles ont tué la ville. Donc l'idée de ramener le travail au sein même de la ville, qui était quelque chose qui était quand même très important. Donc un bâtiment entièrement en pierre massive, donc sur 5 niveaux. Donc là, vous voyez, c'est comme du préfa bois. En fait, il y a la question de l'empiètement, de la préfabrication des éléments, comment on la gère. En fait, c'est juste, tout le monde peut le faire. Hein. Il suffit de trouver une bonne logique de chantier, un bon OPC. Et puis, en fait, vous y arrivez très bien. On n'avait que la petite zone que vous voyez à droite, là, pour stocker les pierres. Donc un bâtiment qui finalement, comme tous les bâtiments préfabriqués, sont montés très vite. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'il est en arc en pierre porteuse. C'est-à-dire que les arcs en pierre portent l'édifice. Ils ne sont pas là pour faire joli. Et pourquoi on a fait des arcs? C'est pas pour faire joli non plus. C'est-à-dire que, en fait, on avait besoin d'avoir des grandes portées, parce que vous avez un Fab Lab et vous avez une grande menuiserie, pour dire ça comme ça. En fait, et comment vous faites un franchissement en pierre?
bah, vous n'avez pas le choix. Soit vous faites un linteau en plate-bande, soit vous faites une arche ou un arc. Et donc, en fait, on a fait des arcs. Mais là, je reviens un petit peu à la citation de Kahn, qui disait « Qu'est-ce que me dit de faire la pierre ?» Elle me dit de faire un arc. Et ben, on a tout simplement fait un arc. Après, c'est juste là, en fait, la contrainte de la matière qui m'a donné l'édifice, c'est tout. Ouais, bâtiment, là, on pourrait croire que c'est un petit clin d'œil encore à Kahn, que nous affectionnons longtemps sur l'œil de droite. Mais non, en fait, c'est juste la continuité des arcs, en fait, qui me donne cet arc en façade. Voilà, c'est assez simple. Là, on voit l'art de l'assemblage des pierres entre elles. Donc après, les menuiseries, c'est pas du malaise, on n'a pas pu en mettre, c'est du sapin lasuré, tout simplement. Et en fait, là, je reviens à ce que je disais sur le chef de Vauvert, toujours cette logique, en fait, c'est plus que la matière m'a donné ma largeur de mes franchissements. En fait, mes franchissements que vous voyez là, qui sont les écartements, me donnent c'est ma longueur maximale de la pierre massive. Au-dessus, je ne peux pas le faire, tout simplement. Ou sinon, il faut que je mette des aciers dedans, ou autre chose, ou du béton derrière, etc. Donc en fait, la matière m'a donné la contrainte. Si j'avais fait le bâtiment en bois, bah, j'aurais pris ma section de bois maximale, et puis j'aurais tout dessiné comme ça. En fait, sinon, ça ne marche pas, et où je suis obligé de faire des lamelles collées, qui est un petit peu le béton du bois. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et pourquoi en haut, on a fait des boîtes en bois? Assez logiquement, là aussi, on a écouté la matière, le bois, il m'a dit, je suis plus léger que la pierre. Donc en haut, qu'est-ce que je mets? Eh ben, j'ai mis du bois, tout simplement. Malheureusement, donc là, on voit toutes les boîtes en bois au-dessus qui portent sur la pierre. En fait, on n'invente rien du tout. Hein. Les anciens faisaient déjà ça. Ils mettaient les porteurs principaux en pierre, et puis après, ils posaient des planchers en bois ou des surhauteurs en bois. En fait, on réinvente rien du tout. C'est pour ça que c'est un petit peu le fait de se réapproprier ou de reconnaître le fait que les anciens avaient déjà raison et qu'on n'a rien besoin d'inventer, bah, c'est déjà pas mal. On n'a pas besoin d'inventer des nouvelles formes, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Là, on voit encore le bois. Et là, les photos des arcs, donc des bureaux en pierre. À la base, on devait faire un plancher bois, mais là, les contraintes incendie et acoustique entre une menuiserie, des bureaux, des logements, les uns par-dessus les autres, en fait, j'étais pas loin de dépasser le PLU, et surtout, j'avais des contraintes de coûts qui étaient délirantes. Là-dessus, parce que ce projet, on est à 1500 € le mètre carré construit. En fait, le bois, j'ai pas pu le mettre pour des raisons qui sont annexes. Le sol a été pollué, il faut un packing cuvelé, enfin, je passe, etc. Donc là, on voit les arcs dans les deux sens. Pour l'open space en plus sur double hauteur, pour l'open space de la menuiserie qui est en rez-de-chaussée. Mais voilà, c'est pas un effet de style, c'est simplement pour pouvoir avoir des grandes portées en pierre. J'ai pas le choix. Après, des petits travaux de modé nature, ça c'est comment la matière peut vibrer avec la lumière, etc. Et c'est ça qui est important. C'est pas vraiment le dessin de façade en général. Est-ce que c'est grand, il y a des grandes portées, est-ce que c'est joli ou pas? Mais en fait, c'est l'assemblage des rythmes. Là, donc ouais, on fait des claustras avec des rythmes différents pour donner un petit peu une profondeur différente. C'est ça qu'on essaye d'amener. Là, je sais pas si... Ah oui, vous voyez peut-être bien. Donc là, on voit bien la superposition des arcs les uns sur les autres. Après, je finis en refend. Puis après, comme mes boîtes au-dessus sont décalées, j'ai dû les faire en bois parce que c'était plus léger, j'étais plus sur ma trame constructive du dessous. Mais voilà, c'est juste En fait, je suis les contraintes de la matière, et en fait, ça me donne en fait on n'a jamais à l'agence en fait, la peur de la page blanche. C'est assez horrible. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle façade je vais faire demain? Non, ça nous arrive pas souvent. C'est la matière et le programme et ainsi de suite qui vont me donner en fait les contraintes qui vont me donner le projet. Nous, architectes, on a notre devoir, c'est de faire la meilleure synthèse possible. C'est pas de faire la meilleure façade possible, c'est de faire la meilleure synthèse. Et donc, en tout cas, on essaye à chaque fois. Je sais pas si on y arrive, mais en tout cas, on essaye. Donc, vous voyez là une axonométrie vue par-dessous.
Donc, bon, vous connaissez le trait lié à Auguste Choisy, hein, qui permettait de représenter le plan, la coupe, la façade. Et en fait, tout doit se lire là-dessus. Les perspectives ne servent pas à grand-chose. C'est la construction qui prime sur le reste. Là, je vais vous montrer un autre bâtiment. Alors, je vous le montre parce qu'il est un peu spécial. Il est en Suisse. Là, c'est le Salève que vous voyez en montagne derrière. C'est un bâtiment en R+8 en zone sismique 4, tout en pierre massive, sans béton. Donc, en fait, la totalité de l'immeuble, qui est en pierre massive, répond au sismique avec la pierre. Il n'y a pas besoin de rajouter du béton, de la surrigidité, etc., etc. En fait, ce qui est assez intéressant avec la pierre, c'est que, en fait, on s'entend beaucoup mieux avec les ingénieurs bois. Parce que la pierre, c'est une structure souple. Ce n'est pas du tout une structure rigide. Donc, elle fonctionne plutôt dans la conception, plutôt comme du bois, et pas du tout comme de la pierre. Donc, pour répondre au sismique, là, c'est la contrainte de forme qui m'a permis de répondre au sismique. Donc, c'est une série d'anneaux, ou plutôt de couronnes, qui s'imbriquent les unes avec les autres et qui permettent de contreventer l'ensemble de l'édifice. Donc là aussi, la matière, la forme, qui me donne en fait à la fois des contraintes, mais aussi des solutions. Si je n'avais pas utilisé cette forme-là, et ben en fait, tout simplement, j'aurais dû mettre du béton. C'est pas ce qu'on a envie quand même. Donc la contrainte de la forme est très importante. Là, vous voyez le bâtiment avec l'ensemble de son calpinage. Donc, c'est un travail qui est assez titanesque de la part des membres de l'agence. C'est-à-dire qu'on dessine tous les blocs un par un, avec un plan de pose. C'est-à-dire que les architectes de l'agence dessinent les 6000, là, il y a 6500 blocs, toutes avec une nomenclature, avec un ordre de pose. Et il ne faut pas se rater, parce que si vous manque un bloc, ça peut faire un arrêt de chantier. Et là, je vous laisse voir votre maître d'ouvrage. Donc là, 6000 blocs, 3500 mètres cubes de pierre, donc c'est pas grand-chose, hein, mais qui permettent de construire la totalité de ce bâtiment. Donc là, vous voyez un petit peu en chantier les pierres, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Là, par exemple, là, il y a une engravure pour mettre les stores. Les pierres sont simplement posées les unes sur les autres. L'avantage de la pierre, ça on n'en parle pas souvent, c'est qu'il n'y a pas d'acier. Parce qu'il y a beaucoup d'autres matériaux. En fait, on met de l'acier là, vous prenez une pierre, vous la posez l'une sur l'autre, et c'est fini. Donc en coût carbone, c'est zéro. Donc ça a quand même un intérêt. Et puis après, c'est pour ça que après vous posez des planchers bois par-dessus et le tour est joué. En plus, vous imaginez en rapidité de montage. Tout est préfabriqué. Une fois que vous montez le bâtiment, vous y allez à grande vitesse. Sur ce bâtiment-là, on n'a pas pu faire donc là où est le chantier, alors, où vous voyez tous les blocs en bas à gauche, faut s'y retrouver un petit peu, mais c'est pas bien compliqué. En fait, on n'a pas pu faire plancher bois et ça, c'est un truc qui nous a beaucoup attristé parce qu'en plus, à la base, quand on allait voir l'ingénieur sismique, un spécialiste de l'EPFL, on lui a montré tout le projet, il était en pierre et en bois, il a dit c'est parfait pour répondre au sismique, il n'y a rien de mieux que la pierre et le bois, parce que vous allez reprendre la totalité des efforts. Donc on a fait tout le projet, pour qu'ils soient en pierre et en bois. Aussi, cette notion de couronne qui s'imbriquent les unes dans les autres, en fait, me permettait aussi, là, encore une fois, de diminuer les portées. Donc, toujours cette logique constructive et économique qui rentre en jeu. Sauf que, alors là-bas, c'est le PLQ, donc c'est le PLU, en fait, a imposé des hauteurs maximales. Et dès qu'on passait en plancher bois, pour qu'il soit économique, on avait des planchers bois, c'est pas moi qui vous l'expliquer, avec des hauteurs très importantes par rapport à des planchers béton. Sauf que quand il a fait son PLU, en fait, il a tout calculé en 30 cm. Et voilà. Donc en fait, c'est une erreur de conception dès la base aussi qui nous a donné l'impossibilité de faire du bois. Et qui a créé plein de problèmes. Alors vous imaginez pas quand on a une structure souple avec des diaphragmes rigides dedans, ça a créé d'autres problèmes. Et en plus, on était en plus Minergie là, sur ce bâtiment-là, donc c'est l'équivalent du passif à hausse plus, à peu près. L'entièreté est en pierre. Voilà. On ne peut pas enlever, bien sûr, le béton partout. On a des préfabétons, hein. Là, c'est des escaliers en préfabéton et des garde-corps en inox qu'on aurait voulu laquer, mais l'inox, c'est pas mal, mais c'est de l'inox plein. Tant qu'à faire, si on peut ne pas utiliser du TOC, du creux,
on est content, on utilise du plein. Donc on a de la pierre à l'intérieur des logements, ce qui nous crée une inertie thermique assez phénoménale, avec un confort d'usage et un confort d'été, qui est le confort en fait le plus important, parce que l'hiver on sait le régler, hein, c'est assez facile. Vous mettez du chauffage, ou vous mettez un pull, encore mieux, et puis vous avez réglé le problème. Par contre l'été, quand il fait trop chaud, on fait comment? Parce qu'une fois qu'on a enlevé le t-shirt, il ne reste plus grand chose à enlever. Enfin, il peut rester des choses, mais il ne reste plus grand chose. Donc en fait le seul moyen de le régler, là je redis ce que j'ai dit, c'est de mettre de l'inertie. Donc en fait, travailler sur une enveloppe isolante qui peut être importante, mais avec beaucoup d'inertie intérieure, est-ce que ce n'est pas la bonne manière de résoudre le problème du logement et du confort? La question peut rester ouverte. Des grandes loggias, bon, je passe sur la notion d'habitabilité. La loggia n'est pas simplement un endroit, enfin on n'apprécie pas trop les balcons qui sortent dehors, qui sont en général des endroits où finalement vous mettez après quelque chose pour vous cacher des autres, etc. On travaille toujours sur des loggias parce que c'est plus intimiste et il y a une vraie confort d'usage. C'est sûr que par contre, en perspective, c'est moins affriolant hein, que des grands balcons qui sortent un peu de tous les côtés. Mais notre travail en tant qu'architecte, c'est pas de faire des belles images, je le redis, c'est de travailler pour le bien-être des habitants, quitte à perdre des concours. Ouais, la rigueur constructive, hein, toujours. Bon, là, c'est très suisse. Avec les fenêtres, toujours de pied en pied, hein, jamais d'allège fixe, hein, parce que bon, il y a une notion de confort qui est très importante. Et ces corniches que vous voyez là aussi, c'est pas un effet de style. C'est qu'une façade, ça se protège, qu'elle soit en terre, en pierre, en bois, en ce que vous voulez. Les anciens avaient inventé des corniches, c'est pas pour faire joli, ils n'avaient pas s'embêter à faire ça. C'est pour protéger la façade. Et donc, en fait, toutes ces mots des natures qu'on peut retrouver dans la construction traditionnelle ou vernaculaire, hein, on peut en parler aussi longtemps, en fait, sont des choses à reprendre chez nous et en fait à reprendre dans une écriture contemporaine. Et c'est ça qui est assez difficile, c'est ce jeu entre le fait de faire, certains pourraient croire un pastiche, et puis en fait on n'y arrive jamais parce qu'on vit dans une époque donnée, et en fait on l'interprète toujours avec notre époque. Et donc ça donne des bâtiments d'une certaine singularité. Là vous voyez le plan de calpinage, donc c'est qu'un bout. Donc toutes les pierres sont numérotées, avec leur niveau, leur type de pierre, etc., etc., etc. Donc c'est un travail assez compliqué. Vous voyez les mots des natures de façade. Sur ce bâtiment-là, alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué dans le bâtiment d'avant, mais en fait, on travaille avec des pierres différentes selon les étages, ce qui est assez logique. C'est-à-dire qu'en bas, vous avez des pierres plus dures, et en haut, vous avez des pierres plus tendres. Sur ce bâtiment-là, c'est un peu différent. On travaille avec des épaisseurs variables. C'est-à-dire qu'en pied, on a 60 cm. En haut, vous avez plus de 30 cm de pierre, puisque ce qui est logique, vous avez moins à porter. Mais en fait, ça devrait être fait partout. La modernité qui dit que vous avez un mur de béton de 18 cm qui file de haut en bas est une sorte d'aberration constructive. Donc c'est à nous aussi de reprendre le travail et dire non, moi ça peut arriver de faire du béton. Moi je veux moins de béton en haut qu'en bas. Et je te demande, ingénieur, s'il te plaît, bon bien sûr il y a des règles, etc., d'essayer de limiter ça, même si ça t'embête, même si ça embête l'ouvrier ou l'entreprise. Notre boulot de prescripteur, c'est d'aller jusqu'au bout pour essayer de limiter notre impact carbone. Ça, c'est la Maison du Territoire Voironnais. C'est un bâtiment qu'on a étudié en 2004, qui est un bâtiment qui fait environ 25 mètres de haut en bois massif. Alors, je dis bien bois massif, hein, parce que des bâtiments de forte hauteur, en 2005, il n'y en avait pas beaucoup. Mais en lamellé-collé, il y en a un peu partout. C'est un peu pas facile, mais c'est faisable. Là, c'est en Douglas, en zone sismique, et il porte sur 25 mètres de haut. Donc, c'est faisable aussi. C'est du bureau et qui porte sur un socle en pierre massive. Donc là, on voit l'architecture, encore une fois, très tramée. On limite les portées, on limite beaucoup de choses, en fait, qui nous permettent d'utiliser les bois aussi, tout venant entre guillemets. Parce que si on avait des grandes portées, je reviens à le dire, en fait, on a des assemblages particuliers. Donc là, on a un très bon ingénieur, c'est Jacques Anglade, qui était sur ce bâtiment-là. Et on a un socle en pierre massive. Alors,
Là, vous voyez les bureaux intérieurs. Donc, on voit bien les poutres qui sont apparentes et en fait, qui me rythment ma façade. Donc, encore une fois, c'est la construction qui m'écrit la totalité de mon projet. Après, on a des menuiseries en mélèze devant, etc., etc., etc. L'ensemble des bois. Alors là, on a pas mal travaillé avec Fibois Aura pour avoir des bois locaux et puis de la pierre locale. Alors, pourquoi faire du local? Alors, Fibois, en tout cas, Aura a fait un gros boulot pour redynamiser la construction bois dans la région et donc nous a permis d'utiliser des bois locaux sans trop de problèmes. La pierre locale, tout simplement, parce que en fait, on avait besoin de pierres très dures et c'est les pierres de Villebois, Hauteville, donc c'est des calcaires marbriers, donc qui me permettent de reprendre l'ensemble des charges ponctuelles puisqu'on fonctionne en quille. Là, vous le voyez, donc j'ai besoin d'avoir des pierres qui sont d'une certaine densité. Voilà un bâtiment, on va dire, très simple, en bois et en pierre, que l'on a livré maintenant le temps passe, il y a 5 ans, mais qui en plus fonctionne au sismique, puisqu'on est à Voiron, on est au pied de la Chartreuse, il n'y a aucun souci. Voilà. Les gens aiment bien avoir les prix. Je crois qu'il fait 3000 m² pour 4,8 millions. Bon, il faut voir l'indice d'époque. Voilà, un bâtiment toujours très compact. Alors, c'est encore une fois pour limiter les coûts, on ne s'amuse pas à avoir un développé de façade important. Parce que bon, là, vous allez mettre de l'argent à des endroits où vous n'en avez pas besoin. Donc toujours un bâtiment très compact pour limiter les frais. Et puis après, une écriture très sobre qui joue encore une fois plus que sur les rythmes, sur les fenêtres, sur des éléments en fait de la nature domestique de l'œuvre. Et c'est suffisant. C'est suffisant, enfin à mon avis. Alors là, c'est les derniers projets que je vois qu'il relève. Oui, il faut que j'aille vite, pardon. Parce que j'en ai encore après. Là, c'est un dernier projet qu'on vient de remporter à Lyon, avec la nouvelle municipalité. Donc, c'est 300 logements en pierre massive et en bois. Donc, avec une façade en pierre massive très compacte, avec des murs en pierre massive à l'intérieur. Et à l'intérieur, une façade bois entièrement végétalisée avec des bacs qui prennent une sacrée importance, qui viennent végétaliser la façade. Alors pourquoi on l'a travaillé comme ça? Simplement, encore une fois, c'est pas un effet de style. C'est que là, on est sur une façade nord, donc en fait, qui est très, qui a besoin en fait de réflecteurs de lumière, un peu à la manière de Pouillon à Meudon. Et par contre, à l'intérieur, où on est plein sud, là, il faut que je me protège de la lumière. Donc, en fait, j'ai cette façade végétalisée. Si ça avait été l'inverse, j'aurais fait un autre bâtiment complet. Voilà. Avec des nouvelles manières de vivre, je passe là-dessus, sur des manières de vivre un peu à la Suisse, sur la méthode coopérative. Donc, pour limiter les coûts, en fait, les balcons sont intégrés dans les coursives. Voilà, il y a des astuces aussi comme ça qui permettent en fait de limiter les coûts de façon importante. Donc, j'ai une enveloppe en fait très inerte en pierre, et puis après j'ai des balcons qui sont rapportés, autoportés. Donc j'ai pas d'isolant et ainsi de suite, ce qui m'enlève les problèmes d'acoustique aussi sur le bois. Très rapidement, on a aussi d'autres projets en terre et en bois. Donc là c'est au Sénégal, au sud de Dakar, dans une très belle région. Et on a construit en pisé, en pierre, en bois et en paille. Alors c'est du Tifa là-bas, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. L'idée, c'était, là, encore une fois, de construire avec les matériaux locaux. Donc l'entièreté du bâtiment s'est fait sans engin mécanique. On a construit tout le bâtiment, on peut y arriver, sans engin mécanique. On a tout pisé à la main, donc avec un principe très simple. Un plan avec des murs en pisé que vous avez vu dans les précédentes photos. Une varangue en dessous, avec des ailes, puisque là, avec des ailes, avec des triangles en briques. Alors pourquoi des triangles? Parce que c'est autostable, tout simplement. Et puis après, on rajoute des voûtes et puis après une charpente par-dessus. Là, vous le voyez ici. Donc pourquoi j'ai des bouts de murs en pisé? En fait, tout simplement parce que on a construit nos coffrages nous-mêmes. Et en fait, on avait des planches qui ne dépassaient pas les 2,50 m. Et donc en fait, pour construire, j'ai dû faire des blocs séparés les uns des autres qui m'a donné en fait mon gabarit de mon pisé.
On a construit avec les gens du village, etc. Je passe. Donc là, on me voit mettre un peu la main à la pâte, hein, mais tout le monde met la main à la pâte à l'agence. Hein. Gilles Pérodin me pise encore, hein, et il part la semaine prochaine pour piser. Et vous voyez les coffrages qu'on fait, assez rudimentaires, mais ça marche très bien. On a construit les cintres de voûte et les voûtes en terre, etc. Bon, avec rien, en fait, avec les habitants du village qui avaient jamais construit, on a réussi à faire une œuvre qu'on trouve assez sympathique, tout en terre qui était sous nos pieds, des briques de BTC. Et bien sûr, toujours comme je reviens au début, l'idée que l'architecte est présent sur le chantier et pilote la totalité et l'exécution des travaux. Parce que sinon, en fait, on n'y arrive pas. Si on laisse les autres faire, en fait, ils vont à la facilité. Donc là, c'est le bureau de l'architecte dans son chantier. La petite anecdote, c'est qu'en fait, on a tout construit. Donc pourquoi en bois? Simplement parce que les charpentes, à part les faire en bois, ça devient un peu compliqué. On pouvait les faire en béton ou en acier, mais c'est pas très écolo. Et en fait, au bois, au Sénégal, vous n'avez pas beaucoup de bois. Et en fait, on a récupéré tous les poteaux électriques qui étaient en train d'être changés par le gouvernement sénégalais en poteaux béton. Donc on a récupéré tous ces poteaux électriques qui étaient parfaits, parce qu'ils étaient d'une section impeccable, bien droits, etc. Et puis on les a assemblés directement sur le chantier. Donc là on voit avec des assemblages très fermes à ciseaux, très simples. Et le TIFA, alors le TIFA c'est de la paille, on va résumer ça comme de la paille, en fait qui est invasive dans tout le fleuve Sénégal, donc qui va jusqu'à Saint-Louis. Et donc on a utilisé cette paille en fait pour recouvrir en fait le bâtiment, ce qui nous fait une sorte d'enveloppe isolante sur la toiture très importante, parce qu'on sait qu'en fait que ce qui est important d'isoler, c'est principalement la toiture. Les murs sur les côtés, il y a un peu l'est prend un peu le matin, le sud la midi et puis l'ouest le soir, mais en fait la toiture elle prend tout le temps, donc c'est l'endroit où il faut un maximum isoler. Voilà, toujours le bâtiment. Et je passe après sur les projets parce que sinon on a... Là, c'est une autre manière de voir la réhabilitation thermique. En fait, on avait à Saint-Louis du Sénégal, on avait cette bicoque moderniste, un volume blanc au milieu du Sénégal. C'était toujours la bonne idée. Et en fait, on nous a demandé de réhabiliter ce bâtiment d'un point de vue thermique, justement. Et au lieu de rajouter de l'isolant, qui est à mon avis une très mauvaise idée, et ben en fait on a rajouté une seconde couche de briques devant avec un mur ventilé, en fait qui nous a créé en fait une sorte de microclimat en fait à l'intérieur de ce bâtiment, et pour éviter le fait que l'isolant aussi vienne prendre directement. Là on en a remis en toiture, mais on n'en a pas mis entre les murs. Et c'est une façon en fait de répondre en fait au confort, sans utiliser, je sais pas, du polyuréthane ou des laines quelconques qui en fait ont des durées de vie, on sait très bien, assez limitées. Donc là, tout en briques de terre, qu'on a fini par enduire de chaux parce que c'est la ville blanche de Saint-Louis du Sénégal, mais on a pu les laisser en terre. Et tout un travail sur la modénature en fait de ces boîtes en bois au-dessus, sur lesquelles en fait sont des prolongations des chambres, etc. Un peu à la manière arabisante, hein, moi je trouve, mais en fait où les gens peuvent se mettre dans ces boîtes et regarder le paysage sans être vus. On travaille toujours sur la végétation, donc là on a de la chance, on est à Saint-Louis du Sénégal, ça pousse très vite, hein. Vous mettez un bougainvillier, vous revenez 2 ans après, c'est très rapidement là. Et le dernier projet, là, comme ça j'ai fini là-dessus, donc c'est le jardin d'Ève de Fontvieille, donc entre 2 bâtiments de Fernand Pouillon, pour ceux qui connaissent Fernand Pouillon, qui a construit, qui est la carrière de Fernand Pouillon, qui a construit donc les bureaux de Carré de Provence, et on nous a demandé de construire un bâtiment entre les deux. Donc au bord de la falaise, c'est un lieu assez magnifique. Et donc là, toujours ce travail en maquette. Et en fait, là, l'idée, c'était, on est revenu un petit peu sur le chai viticole qu'on a construit. En fait, on a un bloc de pierre qu'on a cisaillé à 60 degrés pour nous donner 2 blocs de pierre. Donc ce qui me donne, c'est ces sortes de trapèzes inclinés. Et à partir de cette modénature particulière, on a construit tout le bâtiment comme ça. Donc là, vous voyez Gilles Pérodin en train de travailler. Et voilà, ça nous donne après des matières particulières, des formes particulières.
Et là, on est en train de finir le chantier, qui nous crée des lumières un peu particulières et très belles pour leur futur showroom. Voilà, merci beaucoup. Et je crois qu'on peut applaudir Jean-Manuel Perrodin. Même si ce n'était pas prévu au départ, s'il y avait 1, 2 ou 3 questions, je crois que ça serait bien de profiter de sa présence pour les lui poser. Alors, allez-y si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ce qui vient de nous être dit. Ah, ça vous laisse sans voix. Hein. Ah, si. Il est trop tard, c'est pour ça. Allez-y. Bonsoir. Moi, je m'interrogeais, on a vu beaucoup de pierres, et du coup, je m'interrogeais sur les ressources. Est-ce que... Ah, pardon, vous voulez poser la question? Donc, du coup, oui, au niveau territorial, sur quel territoire on peut se permettre, on a des carrières qui sont en capacité de fournir des pierres comme on a vu là? Ah oui, en fait, à l'époque, chaque village avait sa propre carrière. On construisait avec ce qu'il y avait sous nos pieds. Alors, vous avez Saint-Émilion qui le prouve, hein, très bien. Aujourd'hui, il y a des carrières qui permettent d'avoir des débits assez faramineux. Hein. Vous pouvez y aller sans problème. Et après, en fait, la terre, c'est de la pierre. Donc, en fait, il n'y a que de la pierre sous nos pieds. Il suffirait d'ouvrir des nouvelles carrières pour reconstruire un petit peu ce que l'on veut. Nous, on avait fait des études une fois sur la capacité des... En fait, soit on pose la question de la pierre, mais en fait, on ne se pose pas la question sur le béton. En fait, le béton, c'est quoi? C'est de la pierre, des calcaires qui est brûlée, concassée, etc. Si au lieu d'utiliser cette matière pierre, qui est celle qu'on utilise pour la brûler et puis en faire du clinker, etc., mais on l'utilisait pour la construction directement, ben, il n'y aurait aucun souci. Mais aujourd'hui, non, nous, on n'a aucun problème d'approvisionnement sur nos pierres. Il y a des super carrières dans le Poitou-Charentes aussi, même vers Angoulême, Bretignac, etc. Il y a des pierres incroyables, hein, vous pouvez débiter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'était la même question visiblement sur la ressource. Il y a une autre question en haut. Bonsoir, merci pour cette présentation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage par rapport à la performance thermique de ces bâtiments qu'on voit en pierre massif voilà, comment ils se comportent et même au niveau de la réglementation thermique aussi, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un mot parce que je pense qu'on est tous curieux vis-à-vis de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pierre n'est pas un isolant. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser comme un isolant. Donc en fait, pour les calculs de Bébio, c'est pas bon du tout. Par contre, pour les STD, c'est très bon, très bon. En fait, là, il faut toujours... en fait, on peut parler de thermique, mais il faut parler de confort, en fait, plutôt. En fait, le confort thermique est quelque chose qui est complètement en deçà, ou plutôt en dehors des simples calculs donnés par les logiciels, même avec des STD assez complexes. Vous ne prenez pas les déphasages saisonniers, vous prenez très difficilement les régulations hygrométriques, etc., qui sont des choses beaucoup plus complexes que le simple calcul. Après, il y a la notion de confort qui, on sait très bien, en fait, est le rayonnement infrarouge du corps sur une paroi. Donc, en fait, vous vivez à des températures de confort bien inférieures que dans un bâtiment surisolé. Donc en fait, c'est des paradigmes justement qui sont architecturaux, qui sont complètement nouveaux en fait, qui ne sont pas intégrés dans les logiciels de calcul actuels. Moi, la seule chose que je peux vous dire entre guillemets, c'est dans les consommations qui sont données par les maisons en pierre qu'on construit. Comme je l'ai dit, là sur la maison de Montélimar, qui est un peu particulière. En plus, on est surélevé par rapport au plancher, etc. C'est vraiment pas la maison la plus simple à calculer. Pour une maison de 100 mètres carrés, elle a moins de 4000 kW par an. Donc, elle est ridiculement inférieure aux autres maisons surisolées. Donc, en fait, c'est un peu compliqué. Mais un autre point, c'est que on ne peut pas... par exemple, le bâtiment de Minergie qu'on a rendu à Plan-les-Ouates en Suisse, c'est délirant. On a 40 cm, voire 60 cm de pierre, 20 cm de polyuréthane et 8 cm de laine de roche.
Mais ça, c'est simplement pour répondre à la réglementation thermique. Mais en fait, ça n'a aucun sens d'un point de vue constructif ni logique, parce que la pierre se suffit à elle-même. Donc bon, comment se comporte la pierre en confort? En tout cas, on n'a jamais eu de retour sur des surconsommations et on a plutôt eu des bons retours en termes de confort thermique. Voilà. Mais en fait, c'est pas un isolant, c'est une matière constructive maçonnée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais plus ou moins. Plus ou moins. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de, on n'a pas de retour chiffré exactement sur comment se comporte la pierre sans isolant vis-à-vis de l'extérieur, puisqu'en fait, on n'a pas le droit. Donc en fait, j'ai pas la réponse. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'aura jamais, malheureusement, parce qu'en fait, les calculs de Bébio et ainsi de suite ne fonctionnent qu'avec des pourcentages d'isolant, avec des U ou des R. Et en fait, le U ou le R de la pierre est ridicule. Ça n'a pas de sens. Eh ben, comme j'ai dit, ils payent moins de consommation, donc ils sont plutôt contents, ils ont leur portefeuille qui se remplit. Donc le retour des habitants, c'est plutôt ça. Et puis après, le retour des habitants, en tout cas surtout sur les saisons chaudes, parce que c'est ça le plus important, c'est les saisons chaudes, ouais. Et ben, pour rien au monde, ils iraient vivre dans un truc sans inertie thermique. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des avantages qui sont clairs à travers vos expériences, mais qui ne sont pas traduites dans la réglementation, qui finalement vous pénalisent sur du neuf. Ouais. Tout à fait. C'est un peu le. Mais en fait, quand on voit que les comités de pilotage des isolants sont faits présidés par des groupes privés, ça vous donne un petit peu comment sont faites les réglementations. Voilà. Bon, une dernière question, oui. Là, je vois quelqu'un qui lève la main. Vous nous avez montré des projets dans des localisations aussi très différentes. Ouais. On parle d'habitat vernaculaire. Est-ce que vous traitez la pierre de la même manière dans ces différentes localisations? Alors, oui et non. Déjà, les principes constructifs ne sont pas les mêmes. Parce que en fait, c'est plutôt dans la conception. Là, en fait, Bordeaux, ville de pierre, c'est vrai que Bordeaux est ville de pierre, mais toutes les villes sont en pierre. Il n'y a pas une ville qui est autre chose qu'en pierre. Il y a eu des villes en bois, il y en a eu plein. En général, beaucoup ont brûlé, malheureusement, parce qu'elles étaient trop serrées, mal conçues, etc. C'était surtout ça. Mais non, c'est surtout la conception. Et puis après, le type de pierre qu'on utilise aussi peut influer. C'est-à-dire qu'entre des pierres qui sont plus ou moins gélives, des pierres qui sont plus ou moins poreuses, des pierres, enfin il y a 1000 pierres différentes, il y en a beaucoup plus, donc ils nous amènent à des choix particuliers. Et puis après, en général, on travaille beaucoup avec des carrières locales, pas pour faire du local, mais pour la dépense carbone. Donc en fait, je vais avoir des pierres qui sont, et puis pour une question de coût, parce que le transport c'est important, et donc on travaille avec des pierres locales qui me donnent aussi des architectures différentes. Par exemple, le projet de plan Les Watts, on l'avait travaillé à base avec des gneiss du Tessin, qui sont des pierres très très dures. Hein. En taux de MPa, on dépasse les 180 ou des trucs comme ça. Hein. C'est des morceaux. Mais la conception du bâtiment était complètement différente. Voilà, on ne conçoit pas de la même chose, de la même façon si vous utilisez je ne sais pas, des pierres très tendres ou des pierres très dures. Donc oui, ça change tout, oui, selon les pierres qu'on utilise et donc selon les régions dans lesquelles on construit. Voilà. Des fois, par exemple, on n'a pas de pierre. Ça arrive. Par exemple, on prend de la terre, mais la terre, la pierre, c'est un peu pareil. Donc on va s'en tenir là, si je ne vois pas de questions supplémentaires. On remercie une nouvelle fois Jean-Manuel Perrodin, on l'applaudit très fort. Voilà.